Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand angle à visée commémorative. En ce mercredi 11 mars 2020, nous commémorons les victimes du terrorisme en France et dans le monde, une journée de commémoration souhaitée par la présidence de la République. Dans le calendrier des Français, le 11 mars n'est plus uniquement la Sainte Rosine et l'anniversaire de la mort de Claude François. La date est désormais celle de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron préside ce mercredi la toute première édition de ce qui doit représenter la consécration de cette mémoire selon les mots du Palais de l'Élysée. En clair, le 11 mars a vocation à devenir une date commémorative au même titre que le 8 mai célébrant la victoire des Alliés en 1945, le 11 novembre pour l'armistice de 1918 ou le 27 mai, journée nationale de la résistance. Une façon pour Emmanuel Macron de poursuivre sa politique mémorielle en faisant entrer les victimes du terrorisme dans le calendrier de la mémoire nationale. Le choix de la date s'est visiblement rapidement imposée aux yeux de tous. Elle se réfère aux attentats de la gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004, attaque la plus meurtrière au sein de l'Union européenne jusqu'à présent, et correspond déjà à la journée européenne des victimes du terrorisme. Et c'est l'esplanade du Trocadéro qui a été choisie pour cette cérémonie nationale. Le lieu de l'événement devait être neutre lui aussi pour ne pas que la journée soit davantage rattachée à un attentat plutôt qu'à un autre. Impossible par exemple de procéder à cette commémoration aux abords du Bataclan, sur la promenade des Anglais à Nice ou sur la place de la République. Pour l'Élysée, cette cérémonie doit ainsi répondre à la soif de reconnaissance des victimes françaises, qu'elles soient tombées sur le territoire français ou dans des attentats commis dans un autre pays. La cérémonie d'hommage a eu lieu cet après-midi sur le parvis des droits de l'homme, situé sur la place du Trocadéro. Au programme Ode à l'amour, Marseillaise, rencontre avec des pupilles de la nation, discours et autres célébrations pour une cérémonie placée sous le signe de la fraternité. En plus de la dimension européenne de la cérémonie, symbolisée entre autres par la présence du roi d'Espagne, Emmanuel Macron a insisté sur la portée de cet événement. Le président de la République a ainsi envoyé des lettres à François Baroin, en sa qualité de président de l'Association des maires de France, aux préfets de région, mais également aux ambassadeurs. Le but, qu'un hommage soit respecté sur toutes les parcelles du territoire français en ce 11 mars 2020. Toutes les communes de France ont été associées à ce moment de communion afin que partout se rassemblent non seulement les victimes et leurs familles, mais aussi tous ceux qui ont œuvré au secours de l'ensemble des populations, détaille la présidence de la République. L'hommage s'est terminé d'ailleurs par la remise de la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme à près d'une centaine de personnes. Elles ont d'ailleurs choisi Édouard Philippe et 6 ministres pour les leur remettre au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée de part et d'autre du Trocadéro. Et vous l'avez compris, toutes les communes de France ont été appelées à commémorer les victimes d'attentats. Nous reviendrons dans un instant sur le travail réalisé par des élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry de Créteil à l'occasion de cette journée du 11 mars. Mais revenons tout d'abord sur les attentats les plus meurtriers et qui ont frappé notre territoire il y a plus de 4 ans. C'était le 13 novembre 2015 à Paris et en banlieue, des attentats qui firent plus de 130 morts. Les attentats du 13 novembre 2015 sont une série de fusillades et d'attaques suicides meurtrières perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie par des commandos distincts. 3 commandos au total ont été mobilisés. Une première attaque a eu lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, où se jouait le match amical de football entre la France et l'Allemagne, match auquel assistait d'ailleurs le président de la République d'alors, François Hollande. 3 terroristes se sont fait exploser. Il s'agit là des tout premiers attentats suicides en France. D'autres attaques ont ensuite eu lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements de la capitale. Cette fois, ce sont 3 individus qui mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants, parmi lesquels le bar Le Carillon, le restaurant Le Petit Cambodge, le restaurant Casa Nostra, le café La Bonne Bière, mais également le comptoir Voltaire. Des 3 individus ont pris la fuite et le 3e s'est fait exploser dans l'un des cafés. Mais l'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan. Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, où 1500 personnes assistent au concert du groupe de rock américain Eagles of Death Metal et où 3 autres djihadistes ouvrent le feu sur le public avant que les forces de l'ordre ne donnent l'assaut
l'assaut et abattent les terroristes. Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale et les deuxièmes en Europe après les attentats de Madrid du 11 mars 2004, qui avait fait 191 victimes. Le cerveau de l'opération de ces attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, un jeune homme à la double nationalité, belge et marocaine, est tué en même temps que deux complices le 18 novembre, 5 jours après les attentats de Paris, lors d'un assaut donné par les forces de police et le RAID à Saint-Denis. L'unique survivant du commando responsable de ces attaques, Salah Abdeslam, est capturé vivant par la police belge à Molenbeek le 18 mars 2016, après une cavale de 4 mois. Les attentats du 13 novembre n'ont pas été les seuls à frapper la France. Notre pays a en effet essuyé de nombreuses attaques terroristes depuis 2012, année où l'organisation État islamique a commencé à frapper la France et le reste de l'Europe. Retour sur ces années noires. Les attaques commises par Daesh ou l'État islamique sur notre territoire remontent à mars 2012 pour la première. Il s'agissait des attentats à Toulouse et Montauban. Mohamed Merah a tué 7 personnes, 3 militaires et 4 civils à l'entrée d'une école juive. Le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo et de Montrouge. À Montrouge, tout d'abord, une policière municipale est abattue par un dénommé Amédi Koulibaly, lequel a 2 complices, les frères Kouachi. Ce sont ces 2 frères qui tuent 11 personnes, dont 8 membres de la direction de Charlie Hebdo, dont le siège est situé rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de la capitale. Parmi les victimes, les dessinateurs Cabu, Charb, Tinius et Wolinski. 2 jours plus tard, le 9 janvier, une prise d'otage à l'hypercachère de la Porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement de Paris. Amédi Koulibaly tue 4 personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Le 19 avril, un attentat manqué, celui de Sid Ahmed Glam, un étudiant en informatique, est soupçonné d'avoir projeté une attaque terroriste contre 2 églises à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Il aura réussi à faire une victime, Aurélie Chatelain, retrouvée morte dans sa voiture alors que le terroriste voulait lui voler son véhicule. 2 mois plus tard, le 26 juin, un patron est décapité à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Un chauffeur-livreur dans une société de transport a assommé, étranglé et décapité son patron. L'assassin a d'ailleurs envoyé un selfie macabre avec la tête de sa victime à un djihadiste français en Syrie, avant d'exposer la tête de sa victime avec un drapeau de l'État islamique sur un grillage dans une usine de produits industriels. L'auteur du drame a été arrêté par la police. Le 21 août 2015, un train-Thalys s'est attaqué. Ce dernier relie Amsterdam à Paris. Cette attaque a été empêchée par des passagers. Le terroriste est arrêté. Le film, sorti au cinéma en 2018, intitulé 15h17 pour Paris, retrace cet épisode. Le 13 juin 2016, plus de 7 mois après les attentats de Paris, 2 policiers sont tués dans les Yvelines. Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider sont assassinés chez eux par un djihadiste, Larossi Abala, tué aussitôt par le RAID. Le 14 juillet 2016, Nice est visé pendant son feu d'artifice. Le chauffeur d'un camion a foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais à la fin du feu d'artifice. Le bilan est extrêmement lourd, 86 morts et plus de 200 blessés. L'auteur des faits, abattu par les forces de l'ordre, Mohamed Lawesh Boulel, est un Niçois d'origine tunisienne âgé de 31 ans. Cet attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste État islamique connue sous le nom de Daesh, comme d'ailleurs toutes les autres attaques. Des attaques qui décidément n'en finissent pas. En ce 26 juillet 2016, le père Hamel est assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, à l'âge de 86 ans, de plusieurs coups de couteau. Les 2 terroristes ont pris ensuite en otage un couple de paroissiens et 3 religieuses avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Les 2 terroristes, Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean, s'étaient revendiqués aussi de l'organisation État islamique. Le 4 septembre 2016, des bonbonnes de gaz sont découvertes à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le coffre d'une voiture. 3 femmes soupçonnées d'appartenir à la mouvance islamiste sont interpellées dans l'Essonne. Quelques mois plus tard, le 3 février 2017, des militaires de l'opération Sentinelle sont attaqués au Carrousel du Louvre à Paris. L'homme, un Égyptien de 29 ans, est blessé sérieusement par les forces de l'ordre. Le 18 mars, une patrouille de sentinelles est attaquée à l'aéroport Paris-Orly par un Français d'origine tunisienne de 39 ans. L'assaillant est abattu. Le 20 avril 2017, un policier est abattu sur les Champs-Élysées. La victime, Xavier Jugelet, qui est tué par balle par un repris de justice français de 39 ans, Karim Cherfi, qui est aussitôt abattu. Le 1er octobre 2017, enfin, 2 jeunes filles sont tuées à coups de couteau sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille par un homme qui a crié Allahu Akbar
avant d'être abattus par des militaires. Et ces attaques, aussi nombreuses soient-elles, ne se limitent pas au territoire français, mais s'étend au-delà des frontières. Le 19 décembre 2016, par exemple, une attaque au camion bélier au marché de Noël à Berlin a fait 12 morts et 56 blessés. Quelques mois plus tard, en août 2017, des attentats en Catalogne, sur la Rambla, à Barcelone et à Cambrils, par un camion bélier. Des attentats qui ont fait 21 morts, dont 5 terroristes et 130 blessés. Et puis, on retiendra outre-Atlantique, aux États-Unis, l'attentat du 12 juin 2016 à Orlando, une tuerie de masse par fusillade perpétrée dans une boîte de nuit LGBT, le Pulse, en Floride. Le Pulse, boîte de nuit fondée en 2004, organisait des spectacles thématiques chaque soir et proposait un programme mensuel mettant en vedette des événements éducatifs dirigés vers la communauté LGBT. Le bilan de cette fusillade est de 49 morts, sans compter l'auteur de la tuerie qui a été abattu par la police. Il s'agissait jusqu'à la tuerie de Las Vegas, perpétrée le 1er octobre 2017, du plus lourd bilan pour un massacre par arme à feu commis en temps de paix aux États-Unis, visant spécifiquement un lieu fréquenté par la communauté homosexuelle et trans. Cet attentat est également un des crimes homophobes les plus graves de l'histoire américaine. Le tueur, Omar Mateen, un Américain d'origine afghane de 29 ans, a déclaré avoir agi au nom de l'organisation terroriste État islamique qui a revendiqué ensuite l'attentat. Ces attentats ont eu de nombreuses conséquences sur la France et plus généralement sur nos vies. Voyons lesquelles tout de suite. Quelles conséquences ces attentats ont-ils eu déjà pour la France? Ces attaques ont eu des conséquences pour notre pays avec l'instauration de l'état d'urgence. C'est une décision rare. La dernière remonte à il y a 10 ans lors des émeutes urbaines en banlieue parisienne. L'état d'urgence a été instauré par la loi du 3 avril 1955 et consolidé par la loi sur le renseignement de mars 2015, suite aux attentats contre Charlie Hebdo et l'hypermarché cachère de Vincennes. Il est dit que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire français, soit en cas de péril imminent, résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Très concrètement, l'état d'urgence se met en place de la manière suivante. La police effectue de nombreux contrôles dans tout le pays pour traquer les criminels en fuite et prévenir d'éventuelles attaques. Cette déclaration d'état d'urgence a pour effet concrète pour nous d'interdire la circulation des personnes et ou des véhicules dans les lieux et heures fixés par les préfets, instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics, ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, écoles, universités, salles de sport municipales ou stades, annuler toute manifestation publique et perquisitionner à domicile de jour comme de nuit. Mis à part l'état d'urgence, un deuil national est décrété par le président de la République pour marquer l'hommage de la nation tout entière aux défunts d'un événement particulièrement marquant, comme l'attaque de Charlie Hebdo ou les attentats du 13 novembre 2015. C'est une décision peu commune qui se traduit à minima par la mise en berne des drapeaux. Enfin, suite à ces attentats, le président François Hollande avait rencontré tour à tour les grands dirigeants mondiaux afin de mettre sur pied une coalition élargie dans le but de détruire Daesh dans ses fiefs en Syrie et en Irak. Ces attaques ont été revendiquées par l'organisation État islamique, dite Daesh. Analysons précisément le rôle et les revendications de ce groupe terroriste. Tous ces attentats ont été revendiqués par l'organisation terroriste État islamique, dite Daesh. Dans un communiqué en arabe et en français publié le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats du 13 novembre, l'État islamique a déclaré « Et la France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent les principales cibles de l'État islamique et qu'ils continueront de sentir l'odeur de la mort pour avoir pris la tête de la croisade, avoir osé insulter notre prophète, s'être vanté de combattre l'islam en France et frapper les musulmans en terre de califat avec leurs avions, qui ne leur ont profité en rien dans les rues malodorantes de Paris. L'État islamique précise avoir pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. L'organisation terroriste félicite ses 8 frères pour avoir tué au minimum 200 croisés et déclare que cette attaque n'est que le début de la tempête.
Alors, qui est donc visé par l'État islamique? Les infidèles d'une part, c'est-à-dire, pour Daesh, les chrétiens et les juifs, ainsi que les musulmans qui vivent en France et qui respectent les valeurs de la République, ce que l'État islamique appelle les faux musulmans. Il les accuse de concilier le pacte républicain et la charia, la loi de Dieu, à l'instar de la mosquée de Paris. Pour Daesh, les infidèles doivent se convertir à l'islam, les musulmans doivent rejoindre le califat. Le cas échéant, la voie à d'autres attentats est ouverte. Dans les attentats de Paris, l'État islamique visait principalement la jeunesse bobo-française, à la fois parce qu'elle est le symbole d'un mode de vie insouciant, jugé répréhensible, c'est-à-dire réprimandable, mais aussi parce que cette jeunesse illustre mieux que tout autre les espoirs et les illusions attachés aux idéaux républicains français, lutte contre le racisme, inégalité, discrimination, empathie envers la population immigrée, tolérance envers l'islam. Bref, en choisissant Paris pour cible, l'État islamique vise à faire susciter la peur. Autre interrogation, quel est le profil de ceux qui sont recrutés par Daesh? Ce sont de jeunes occidentaux enrôlés par l'État islamique, non dans les mosquées comme on pourrait le croire, mais sur les réseaux sociaux. La plus grande prudence est de mise. Selon des grands spécialistes du Moyen-Orient et du terrorisme, tous ne sont pas psychologiquement perturbés, tous ne sont pas originaires des banlieues, et ils ont vécu dans des contextes familiaux et scolaires différents. En revanche, tous sont portés par une idée de régénération. Le problème, c'est qu'ils ont une connaissance de l'islam limitée et lacunaire. L'État islamique les séduit parce qu'il leur apporte non seulement une raison d'être, en ne leur demandant qu'un investissement physique, mais aussi une conviction, celle de se battre pour des idéaux forts. Ces jeunes enrôlés par Daesh sont occidentalisés, ils parlent mieux le français que leurs parents, tous ont partagé la culture jeune de leur génération, ils ont bu de l'alcool, fumé du shit, dragué les filles en boîte de nuit. Une grande partie d'entre eux a fait un séjour en prison. En choisissant l'islam salafiste, ils rejettent le concept de culture car ils ne veulent ni de la culture de leurs parents, ni d'une culture occidentale devenue symbole de leur haine de soi. Un mot de la violence à laquelle ils adhèrent, c'est une violence moderne. Ils tuent comme les tueurs en masse le font en Amérique ou comme Anders Behring Breivik en Norvège, responsable des attentats terroristes de 2011. Le siège du gouvernement à Oslo et un rassemblement politique de jeunes avaient été visés par 2 attaques qui avaient fait 77 morts. On dit des djihadistes occidentaux qu'ils sont avant tout des nihilistes. Le nihilisme est une doctrine, une attitude fondée sur la négation de toute valeur, croyance ou réalité substantielle, souvent associée au pessimisme ou au scepticisme radical. Enfin, dernière question, pourquoi la France est-elle la principale cible de Daesh? Il y a plusieurs raisons à avancer à cela. Tout d'abord, c'est le pays européen qui compte le plus grand nombre de combattants djihadistes au sein de l'État islamique. La France est également une ancienne puissance coloniale, au même titre que la Grande-Bretagne. La France est également un État laïque, et l'État islamique condamne ce principe de laïcité cher à la France. Rappelons que la laïcité est un enseignement qui ne privilégie aucune religion et qui doit rester neutre. C'est une valeur et une pratique faisant suite à l'apparition d'un État civique et laïque en France. La laïcité repose sur plusieurs principes, condamnés par Daesh: la tolérance, le respect des personnes, la protection des minorités, la liberté d'expression, la liberté de conscience, le vivre ensemble et la République. La séparation entre le savoir et les croyances, séparation aussi entre l'espace public et l'espace privé. Enfin, la France a mené de nombreuses opérations militaires extérieures contre des groupes djihadistes en Afghanistan, au Mali, en République centrafricaine, en Irak et en Syrie. Je vous propose à présent, dans le cadre de cette journée d'hommage aux victimes du terrorisme, de rendre compte du travail accompli par une dizaine d'élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry qui ont lu ce matin devant le monument aux morts du cimetière de Créteil un discours sur l'importance de commémorer ces événements et sur la place qu'occupe la mémoire pour les jeunes générations. Un discours accompagné de portraits de victimes tombées sous les balles de l'ennemi. Voyez la production écrite de ces élèves accompagnée par la chanson de Damien Saez, intitulée Les Enfants Paradis. Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux. Ils étaient des matins quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux. Ils étaient des je t'aime, qu'on dit bord du ruisseau. Ils étaient du café, ils étaient du bistrot. Ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau.
Ils étaient de Paris, ils étaient de province, ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient devenir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit. Ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis l'un contre l'autre à deux contre la tyrannie. Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi. Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat. Ils étaient cœurs d'amour, ils étaient cœurs qui bat, puis qui battra toujours, même en dessous la croix. Ils étaient ses amis que je connaissais pas. Ils étaient mon pays, et puis le tien, je crois. Ils resteront Paris, Paris se souviendra toujours de ses amis. La lumière brillera. Il s'appelait Je t'aime, il s'appelait jeunesse, il s'appelait poème, il s'appelait tendresse, il s'appelait frangine, il s'appelait frangin, il s'appelait gamine, il s'appelait gamin, il s'appelait la joie et puis la non-violence, il s'appelait je crois les enfants de la France, de tous les horizons, puis de tous les prénoms. Il s'appelait amour, s'appelait l'horizon, il s'appelait Jacques Brel, puis je crois Barbara, il s'appelait le ciel, il s'appelait pourquoi, toujours ici sommeil, l'horreur au creux du bois, qui rejoint l'éternel, va l'innocent je crois. Ils étaient poings levés, ils étaient nos concerts, ils étaient cœurs serrés, oui face aux tortionnaires, ils étaient cœurs deuillés, des fleurs face aux fusils, à nos cœurs endeuillés, nous pleurons nos amis, à l'innocent qu'on tue, oui tombé sous les balles, soldats inconnus, sous l'horreur des mitrailles. Si sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin, puisque frappent à la porte les plaines de Verdun. Si sont tombés ce soir, en ce vendredi noir, les frères de mon pays, nous laissant désespoir. Mon pays, ta culture est morte, assassinée, mais tu sais ma culture, non ne mourra jamais. Toi mon pays Molière, toi mon pays Vinci, toi mon pays Voltaire, toi mon pays Valmy, toi mon pays la terre, toi mon pays Paris, toi mon pays par terre, relève-toi mon pays, toi mon pays lumière, toi mon pays la vie, mon pays littéraire, mon pays triste vie, toi mon pays mes frères, toi frère de mon pays, comme on chérit sa mère, on chérit sa patrie. Un grand merci à Valentine Butin, Margot Belazoug, Lou Brossard, Souleymane Leclerc, Maëlie Melfort, Eddy Top et Rowan Sadi, élève de seconde, ainsi qu'Asteline Argan, Elliot Lost, Diamanda Meslem, Nina Mohammadi et Eva Monard, élèves de terminale, pour leur implication dans cette journée de commémoration à Créteil. Voilà, c'est la fin de ce grand angle. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche pour une édition spéciale du journal consacrée aux élections municipales et à l'épidémie de coronavirus.